Comprenons bien ceci. Cette décision qui libérait la monnaie de la rareté attachée à l'or aurait dû conduire à une libération des peuples. En fait de cela, comme un étau se refermant doucement, c'est une logique d'asservissement de la plupart pour le profit de quelques-uns qui s'est mise en place et dont nous ne mesurons les effets qu'aujourd'hui parce que nous pensions que c'était seulement inhérent aux pays pauvres. Pourquoi ce paradoxe? Eh bien parce qu'en abandonnant la matérialité de la monnaie, on aurait dû du même coup abandonner les deux principes, celui de la double monnaie et de la réserve fractionnaire, que seul justifiait cette matérialité. Ne l'ayant pas fait, eh bien, voici les conséquences. La vraie monnaie, et comprenons qu'elle n'est vraie que par décision humaine, donc celle qui remplace l'or, c'est la monnaie centrale que seules les banques centrales des pays peuvent émettre. Mais le maintien du principe de réserve fractionnaire implique que cette vraie monnaie est toujours en quantité largement inférieure aux besoins, de l'ordre de 8 à 15 fois au moins. Alors, le manque structurel de monnaie centrale doit être compensé par une monnaie de substitution, une monnaie privée celle-là, la monnaie scripturale bancaire sans pouvoir libératoire que nous avons appelée ici monnaie d'usage. Rappelons-le, elle a le nom de monnaie, elle a l'apparence de la monnaie, elle a les fonctions de la monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie, c'est une promesse de monnaie centrale. Mais d'où vient-elle, cette monnaie bancaire, puisqu'on ne peut plus l'extraire du lit des rivières ou du cœur de la roche comme l'or? Pour qu'il y en ait dans la société, il faut la créer. Et par quel phénomène? Eh bien en s'endettant auprès des banques qui font comme si elles nous prêtaient quelque chose qu'elles possèdent. Le processus de création monétaire se résume à la magie d'une opération comptable qui revient à transformer en monnaie quelque chose qui n'en est pas. Une opération simple, tellement simple, disait l'économiste John Kenneth Galbraith, que l'esprit en est dégoûté. Le mieux est de prendre un exemple. Voilà M. Dupont, il a besoin de 10 000 $ pour acheter une voiture. Il va voir son banquier et après examen, son banquier estime qu'il a la capacité de lui rembourser cette somme, augmentée bien sûr des intérêts. Alors il lui accorde ce prêt. Il inscrit à l'actif du bilan de la banque la somme de 10 000 $, car il a le pouvoir de transformer en monnaie la parole donnée par M. Dupont, transcrite dans un contrat de prêt. Parallèlement, il inscrit 10 000 $ au passif de son bilan puisqu'il doit l'argent sur le compte de M. Dupont. Il en quelque sorte échange de dettes, une payable en totalité immédiatement par la banque pour que M. Dupont ait la disponibilité de la somme sur son compte, et l'autre, remboursable par M. Dupont à la banque, plus tard, au rythme prévu dans le contrat de prêt. Jusque-là, pas de problème pour la banque. Une simple écriture comptable a permis de faire sortir 10 000 $ du chapeau du magicien. Puis, M. Dupont signe un chèque à son garagiste qui, par hasard, est à la même enseigne bancaire que lui. Toujours pas de problème pour la banque, elle débite le compte de M. Dupont et crédite celui du garagiste de la même somme. Une autre simple écriture comptable a suffi. En réalité, ce qui a été mis sur le compte de M. Dupont et qui s'est retrouvé sur le compte du garagiste, ce ne sont pas des dollars, mais des sacs vides. Mais voilà, cette fois que le garagiste règle la facture d'un fournisseur dont le compte est domicilié dans une autre banque. Là, les choses se compliquent pour la banque commune de M. Dupont et du garagiste. Pourquoi? Eh bien parce que la banque de ce fournisseur, elle, ne veut pas de sacs vides. Elle veut de la monnaie centrale dans les sacs. Tous les jours, voyez-vous, les banques comparent ce qu'elles se doivent réciproquement et seuls les soldes débiteurs sont réglés en monnaie centrale. Si une banque débitrice n'a pas assez de monnaie centrale sur son compte pour payer ce qu'elle doit, elle n'a plus d'autre option que d'emprunter à d'autres banques ou à la banque centrale elle-même. Ainsi, vous l'aurez compris, le jeu pour une banque est de faire en sorte d'avoir le moins besoin possible de monnaie centrale parce que ça lui coûte des sous, alors que les sacs vides ne lui coûtent rien.
Maintenant, tâchons de nous représenter la dynamique du système dans sa globalité au moyen d'une analogie. On va comparer la communauté mondiale à une baignoire. La monnaie centrale émise par les banques centrales représente l'eau, la vraie. Mais le niveau est donc bien inférieur à ce dont la communauté a besoin. Alors, les banques privées ouvrent le robinet du crédit à la demande solvable et mettent ce que l'on croit être de l'eau, mais qui n'en est pas, dans les réservoirs, c'est-à-dire dans les comptes des emprunteurs. En réalité, elles ne font qu'inscrire sur la paroi du réservoir la quantité d'eau qu'elles s'engagent à y verser, mais nous laissent croire que l'eau y est contenue. Comme elles savent qu'il faudrait des circonstances exceptionnelles pour que tout le monde vienne tirer toute l'eau en même temps, elles se permettent ce jeu en trompe-l'œil. L'essentiel est qu'aux yeux du monde, il y ait en apparence toute l'eau qu'il faut dans la baignoire et que les gens le croient. Mais cette eau apparente, ne l'oublions pas, est prêtée. Elle ne reste donc pas dans la baignoire et elle est de plus soumise à paiement d'un intérêt. Tous les jours donc, au rythme des échéances prévues, une partie s'est vécue par la bombe d'évacuation et chaque emprunteur doit restituer au fil du temps plus que ce qu'il a reçu, de sorte que ce qui est dû est toujours supérieur à ce qui a été versé. Quelles sont les conséquences de cela ? Représentons-nous bien les choses. Argent égale dette. Toute la monnaie qui circule dans le monde est associée à une dette. Pas de dette, pas d'argent. Si toutes les dettes étaient remboursées en cet instant, non seulement il n'y aurait plus un sou vaillant dans le monde, mais on devrait encore de l'argent. Dans ces conditions, nous sommes placés malgré nous en situation de lutte les uns contre les autres. L'emprunteur doit aller chercher dans la poche des autres le montant des intérêts qui ne faisaient pas partie du prêt. Or, les autres ont exactement le même problème à résoudre. Cela crée nécessairement une tension et une logique de chaise musicale. Les perdants sont acculés à la faillite et à la perte de leurs avoirs. Si un mécanisme compensatoire ne venait pas contrarier cette logique, on assisterait à un appauvrissement progressif généralisé de la société au seul profit de quelques-uns jusqu'à ce que la baignoire soit entièrement vidée. La crise actuelle, d'ailleurs, rend visible ce phénomène car le mécanisme compensatoire est grippé. Quel est-il, ce mécanisme ? L'endettement exponentiel. Eh bien oui, telle est la parade à l'assèchement progressif de la baignoire. Réemprunter. En augmentant le débit au robinet d'alimentation, autrement dit en stimulant la demande de crédit, on peut compenser le surplus exigé à la bombe d'évacuation et ajuster le niveau d'eau dans la baignoire. Mais ce jeu conduit fatalement au surendettement et à l'asservissement des peuples. C'est ce à quoi nous assistons. Les dettes publiques et les dettes privées atteignent de tels sommets que les prêteurs redoutent le défaut de paiement. Tandis que d'un côté, les citoyens voient les frais bancaires s'envoler, et ils doivent aussi, au nom de la réduction de la dette publique, pour rassurer les marchés, selon la formule consacrée, accepter des impôts supplémentaires et l'austérité dont la conséquence première est le démantèlement des services publics et des protections sociales. Il faut voir dans la dette non pas le fait qu'on vive au-dessus de nos moyens, comme on aime à nous le reprocher pour justifier les mesures draconiennes qu'on nous impose, mais le résultat de la dynamique qui anime le système dans son ensemble. Comment pourrait-il ne pas y avoir de dette, puisque sans dette, il n'y a pas d'argent? Mais il est tellement plus simple et lucratif pour ceux qui en tirent profit de culpabiliser le citoyen plutôt que d'admettre que la monnaie est effectivement une dette par nature, mais que c'est une dette de la société envers sa population et non de la société envers les banques. Fondamentalement, c'est les banques privées qui créent la monnaie. Les banques qui aujourd'hui sont des banques à la fois commerciales, tournées vers le public, et des banques d'affaires, tournées vers l'industrie. Ce sont elles qui décident de fabriquer de l'argent. Il faut voir que c'est un pouvoir exorbitant qui est donné à des personnes privées. C'est le sang de l'économie, la monnaie. C'est le droit de faire vivre les gens.
Il faut voir que par la création monétaire, le fait que la création monétaire soit monopolisée par des personnes privées, ça veut dire que le contenu de la vie des individus est monopolisé par des personnes privées. Parce que demain, je vais décider que moi, je fais confiance aux pétroliers, ou je fais confiance aux producteurs de mine antipersonnel, ou je fais confiance aux producteurs de je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je le décide dans mon petit coin de banquier à, on va dire, 100 personnes sur le marché de New York. Nous comprenons que ce qui vient d'être dit là est difficile à comprendre parce que nous avons la tendance à considérer la situation à partir de notre situation personnelle. Vous pouvez vous dire, mais moi je ne dois pas d'argent à quiconque. Mais il faut considérer la chose dans sa globalité. C'est cela que nous essayons d'expliquer. Tout l'argent est emprunté par la société, même si vous n'avez pas emprunté d'argent. L'argent que vous avez a été emprunté à un moment quelconque ou dans un autre lieu par d'autres personnes. Peut-être êtes-vous en train de vous demander, mais pourquoi donc nos gouvernements persistent-ils à suivre une voie aussi hasardeuse qui ne fait que démontrer ces imperfections? C'est que, voyez-vous, ce qui est vécu comme erreur et dysfonctionnement par les uns assure la fortune et les privilèges de quelques autres. Tout dépend où on se place. La finance mondiale est dominée d'une part par la City de Londres, État dans l'État, entièrement aux mains des banques privées, et par Wall Street aux États-Unis, où par ailleurs la Banque centrale, la Federal Reserve, n'est pas un organisme public, mais un cartel de banques privées. Certes, la Banque de France est un organisme d'État, de même que la Banque du Canada. Quant à la Banque centrale européenne, elle appartient aux États membres. Mais, histoire de bien verrouiller les choses, les banquiers ont obtenu que les banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique, ce qui les rend du même coup totalement dépendantes des banques. Vous observerez que si l'indépendance des banques centrales est clamée comme étant un verrou essentiel à une saine gestion, celui de la dépendance aux intérêts des banques est totalement passé sous silence. Cette indépendance par rapport au pouvoir politique n'est pas neutre, car elle place le pouvoir financier au-dessus du politique dont on ne peut que constater combien il lui est aujourd'hui soumis. Si vous hésitez encore à le croire, voici un extrait d'article publié par le journal Le Monde sur son site le 2 janvier 2012, intitulé « Pourquoi faut-il que les États paient 600 fois plus que les banques ?» Un juge américain a récemment donné raison aux journalistes de Bloomberg qui demandaient à leur banque centrale d'être transparente sur l'aide qu'elle avait apportée elle-même au système bancaire. Après avoir épluché 20 000 pages de documents divers, Bloomberg montre que la Réserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1 200 milliards au taux incroyablement bas de 0,01%. Au même moment, dans de nombreux pays, les peuples souffrent des plans d'austérité imposés par les gouvernements, auxquels les marchés financiers n'acceptent plus de prêter quelques milliards à des taux d'intérêt inférieurs à 6, 7 ou 9%. Deux poids, deux mesures, voyez-vous. Quand les banques sont en difficulté, elles bénéficient de toutes les faveurs au meilleur compte, mais quand ce sont les États, eux, ils doivent payer le prix fort. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que, considéré du pas de porte du citoyen ordinaire, le système dysfonctionne, mais considéré de celui de l'actionnaire bancaire, il est des plus efficaces puisque toujours gagnant. Tout va bien, les profits sont pour la banque, rien ne va plus, les pertes sont pour les peuples. Pile je gagne, face tu perds.